Donc on va l'écouter avec attention. La place du résultat dans la matérialité de l'infraction. Merci, Monsieur le Président. Alors un remerciement d'abord aux organisateurs de ce colloque. Remerciement pour m'avoir invité justement à revenir sur quelque chose que j'ai étudié il y a quand même un certain temps. Donc du coup à me replonger un peu dans ce qui a fait l'objet d'une étude assez longue à l'époque et à constater déjà tout de suite que finalement aujourd'hui encore la notion même de résultat demeure une des notions sans doute les plus difficiles à appréhender du droit pénal général. Ce n'est pas une notion légale, donc du coup c'est une notion que seule la doctrine est en mesure d'élucider. Et le problème c'est que, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas d'accord doctrinal et les auteurs sont très partagés. Certains auteurs essaient de parler le moins possible du résultat, d'autres préfèrent utiliser d'autres notions telles que le préjudice, le dommage. D'autres auteurs, au contraire, développent des théories qui sont extrêmement élaborées, très abstraites souvent, très complexes, pas forcément très faciles à appliquer. Alors le paradoxe, c'est que finalement, la doctrine est quand même assez unanime pour dire qu'il y a une certaine utilité. On n'arrive pas à évincer totalement la question du résultat et donc on en parle d'une manière ou d'une autre, en utilisant le terme ou un autre, pour évoquer un certain nombre de questions. Alors, comme mon sujet, c'est de traiter de la place du résultat, je vais ajouter un peu plus, je veux dire, à la confusion qui règne déjà sur la question, c'est-à-dire que forcément, je vais donner une opinion qui sera la mienne et qui n'engage que moi. C'est une conception personnelle qui ne correspond pas nécessairement donc à ce que l'on trouve habituellement en doctrine. Alors quand même deux petites précisions. Tout d'abord, pourquoi privilégier plutôt la notion de résultat par rapport à une autre, celle de préjudice, celle de dommage? Sans entrer dans le détail, je pense que la notion de préjudice ou de dommage, c'est une notion qui est extrêmement vague. Elle me semble trop vague pour pouvoir servir à un raisonnement en droit pénal où le principe de la légalité, le principe d'interprétation stricte suppose quand même que l'on ait une notion quand même relativement précise. L'autre raison plus positive, c'est que le terme même de résultat implique, me semble-t-il, déjà une signification intéressante, c'est-à-dire l'idée d'une relation causale entre deux choses. Le résultat, c'est forcément le résultat de quelque chose qu'on ne retrouve pas, évidemment, pour le dommage ou le préjudice. Alors l'autre point qui pose problème, c'est la question de savoir est-ce qu'il faut parler du résultat, est-ce qu'il faut parler des résultats? Alors c'est là qu'on trouve justement une des grandes oppositions en doctrine. Certains auteurs parlent de multiples résultats. Alors là encore, c'est forcément un choix personnel que de préférer l'une ou l'autre des positions. Alors il me semble quand même que la multiplication des types de résultats ne peut que compliquer les choses. Alors c'est déjà pas simple de donner peut-être une définition unique du résultat, mais si on utilise plusieurs notions différentes, matérielles, juridiques, réelles, sociologiques, je ne me souviens plus exactement du nombre de termes qui sont utilisés, ça rend encore plus difficile l'utilisation de la notion. Alors tout ceci pour aboutir quand même à vous dire que j'ai une conception que je vous livre et qui donc est forcément critiquable puisqu'elle est personnelle. Alors il me semble donc quand même possible de définir le résultat en disant qu'il s'agit d'une atteinte à un intérêt juridique pénalement protégé, c'est-à-dire qui est prévu dans un texte d'incrimination. Atteinte qui est l'effet, la conséquence des actes d'exécution de l'infraction. Autrement dit, le résultat, ce n'est pas le résultat de n'importe quoi, ça ne peut être que le résultat des actes d'exécution. Alors, l'intérêt de cette définition, si tant est qu'elle en est un, c'est de dire que le résultat, c'est dans le texte qu'il faut le chercher, enfin, dans les textes d'incrimination. Et si les textes ne disent rien, et j'y reviendrai, il faut se poser la question du rôle, justement, que peut avoir le résultat en pareille hypothèse. Alors, si on
s'arrête à cette définition, bon, comme je le disais déjà tout à l'heure, il est évident que le résultat joue un certain rôle dans l'aspect matériel de l'infraction. Alors, rôle qui n'est là encore pas toujours le même selon les auteurs. Certains auteurs accordent une place très très grande au résultat, ils en parlent très très souvent à différents moments, et pas forcément d'ailleurs seulement pour l'élément matériel. On peut aussi l'utiliser au titre de l'élément moral de l'infraction. Sur le plan, en tout cas, de la matérialité, puisque c'est le sujet qui m'a été donné, plusieurs questions peuvent être posées. La première question, c'est de se demander si le résultat, c'est un critère, c'est une notion qui est utilisée par le législateur dans le processus d'incrimination. Est-ce que le législateur utilise cette notion lorsqu'il établit des infractions pénales, lorsqu'il crée des infractions pénales? Alors la seconde question qu'on peut se poser, c'est de savoir si, lorsque un résultat est prévu dans les éléments constitutifs de l'infraction, est-ce qu'il joue un rôle au titre de la répression? Est-ce que le juge, plutôt ici, donc, peut tenir compte du résultat? Alors tels seront les deux points que je me propose de traiter. D'abord, dans un premier temps, la prise en compte du résultat dans le processus d'incrimination, puis au stade de la répression. Alors dans le processus d'incrimination, c'est une des utilisations traditionnelles de la notion de résultat que l'on trouve ici, c'est-à-dire que le résultat sert de critère à une opposition, à une distinction classique sur laquelle je vais revenir. Distinction que, lorsqu'on étudie un peu de près, n'est pas forcément parfaite, n'est pas forcément suffisante. Ce qui conduit donc à proposer de l'enrichir. La question étant de savoir comment est-ce que l'on peut enrichir, quelles propositions l'on peut faire pour enrichir cette distinction. Donc dans un premier temps, l'imperfection de la distinction classique. Alors la distinction en question, presque tout le monde la connaît, même les étudiants en droit en deuxième année qui n'ont pas poursuivi leurs études se souviennent généralement qu'on fait une distinction entre les infractions matérielles et les infractions formelles. Les infractions matérielles sont donc ou seraient donc celles qui comprennent un résultat parmi leurs éléments constitutifs, et l'infraction formelle, par opposition, ce serait donc l'infraction qui ne comporterait pas un tel élément constitutif, qui serait donc consommé à un stade antérieur, au stade de l'atteinte à cet intérêt juridique. Ce qui ferait donc de l'infraction formelle une technique d'incrimination préventive, c'est-à-dire qui permet d'anticiper la réalisation de l'atteinte, au stade donc des actes d'exécution. Alors donc l'intérêt paraît évident, et c'est pour ça qu'il est souligné depuis très longtemps par la doctrine, c'est-à-dire que l'intérêt pour le législateur, c'est de fixer le moment de la répression. Soit on attend, si j'ose dire, la survenance de l'atteinte, on réprime assez tardivement, soit au contraire on anticipe et on essaye d'éviter la réalisation de l'atteinte en incriminant les actes qui peuvent y conduire. Alors ainsi conçue, cette première distinction est donc peut-être pas totalement satisfaisante parce qu'elle repose simplement sur cette idée présence ou absence du résultat. Alors des auteurs ont proposé de perfectionner déjà cette définition en disant que l'infraction formelle peut être comparée à la tentative. C'est-à-dire qu'on peut considérer l'infraction formelle comme une tentative érigée en infraction consommée, c'est-à-dire une infraction qui se consomme par un acte qui constituerait lui-même un commencement d'exécution si l'infraction considérée comportait un résultat parmi ses éléments constitutifs. Donc, lorsqu'on prend certains exemples, il est assez facile, effectivement, de se convaincre que cette théorie de la tentative peut être utilisée pour perfectionner la notion d'infraction formelle. L'exemple le plus connu, c'est bien sûr l'exemple de l'empoisonnement, mais on peut prendre l'exemple aussi des délits de corruption, des infractions de provocation non suivies des faits, notamment. Alors, l'intérêt donc ici de la définition, enfin du perfectionnement de la définition, c'est qu'elle est évidemment plus précise et surtout qu'elle conduit donc à resserrer le domaine de l'infraction formelle, parce que
si on se contente de dire c'est l'infraction qui est consommée indépendamment d'un résultat, on place de très nombreuses infractions finalement dans la catégorie des infractions formelles. Je prends un exemple, l'omission de porter secours à une personne en danger, à une personne en péril, eh bien c'est très souvent considéré comme une infraction formelle. Bon, pourtant ça ne correspond pas à cette idée de tentative, de but donc, qui est recherchée par l'auteur des actes. Alors, on peut encore ajouter d'ailleurs que l'intérêt, c'est aussi un autre intérêt répressif, parce que certaines infractions formelles, comme le crime d'empoisonnement, sont elles-mêmes susceptibles d'être tentées. C'est-à-dire la tentative est incriminée, notamment justement lorsqu'il s'agit des crimes, ce qui permet de réprimer encore plus tôt finalement. Alors le problème, c'est de savoir si cette distinction théorique est utilisée par le législateur, c'est-à-dire est-ce que effectivement le législateur utilise ce critère du résultat de cette manière. Alors tout dépend évidemment des termes que le législateur utilise. C'est un problème donc de vocabulaire qui se pose ici pour le législateur. Alors parfois, les termes utilisés par le législateur dans les textes permettent de d'utiliser le critère assez facilement. Dans d'autres cas, c'est nettement moins évident. Alors je prendrai juste un exemple des deux cas. Parfois, les termes sont assez clairs. Si on prend un exemple d'une infraction créée assez récemment, c'est l'article 226-4-1 du Code pénal. Le texte incrimine le fait d'usurper l'identité d'un tiers en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Expression en vue de, c'est évidemment une expression qui permet assez facilement de se dire qu'ici on est dans une configuration qui correspond à l'infraction formelle. On a cette idée de but des actes. Un autre exemple contraire maintenant qui pose beaucoup plus de difficultés, c'est les délits de privation de soins ou d'aliments, ou les délits de manquement, enfin le délit de manquement par les parents à leurs obligations légales. Dans ces textes, on trouve une expression qui elle est beaucoup plus difficile à interpréter. On parle des actes qui sont commis et au point de compromettre notamment la santé du mineur. Bon. Au point de compromettre, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est les actes eux-mêmes qui sont pris en compte, la nature des actes, ou au contraire, est-ce qu'il faut une compromission effective? Est-ce qu'il faut une atteinte, autrement dit, à la personne? Alors la jurisprudence a eu à se prononcer sur tout ceci, je n'entre pas dans le détail, mais il semble que, parce que je resterai prudent, il semble qu'elle se positionne plutôt pour une infraction matérielle, une infraction de résultat, bon, dans les cas qui ont été jugés, mais ça reste discutable, enfin ça n'est pas d'une clarté aveuglante. Alors donc, on peut constater que la rédaction des textes d'incrimination laisse parfois planer des incertitudes sur la nature exacte de l'infraction, infraction matérielle ou infraction formelle. Alors le problème devient encore plus complexe lorsque les textes d'incrimination ne font plus d'allusion claire à une éventuelle atteinte qui pourrait découler des actes qui ont été commis. C'est pour ça que l'on peut imaginer l'émergence d'autres distinctions aux côtés donc de l'opposition entre infraction matérielle et formelle. Alors parmi ces autres distinctions, il y en a une première qui est déjà maintenant assez ancienne et qui consiste à dire que dans certains cas, le législateur incrimine ce qu'on pourrait appeler des actes dangereux, c'est-à-dire des actes qui portent en germe une possible atteinte à un intérêt juridique, mais qui reste assez éloigné quand même des actes. On parle ici donc des infractions obstacles, c'est-à-dire les infractions qui consistent à réprimer des comportements dont le but de l'incrimination étant donc d'empêcher la commission d'autres infractions, généralement plus graves. La doctrine, depuis un certain temps déjà, considère que c'est un moyen pour le législateur de réprimer donc assez tôt, très tôt même, par exemple des actes préparatoires, voire la simple résolution criminelle qui s'est extériorisée. Et on trouve des exemples assez facilement tels que l'association de malfaiteurs, la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la divagation d'animal dangereux, le port d'armes, etc. Alors,
un auteur qui est présent ici et qui se reconnaîtra donc a proposé d'opérer un perfectionnement de cette distinction des infractions obstacles en tenant compte du contenu du texte d'incrimination, ce qui me paraît très intéressant, c'est-à-dire en se demandant quelle autre infraction en fait le législateur cherche à empêcher quand il incrimine une telle infraction obstacle. Alors, il y aurait donc des cas où l'obstacle est déterminé par le texte, en ce sens que ce dernier réprime des actes qui présentent un rapport avec une atteinte que le législateur vise lui-même. Bon. L'exemple le plus simple, c'est l'association de malfaiteurs, la participation à l'association de malfaiteurs, parce que s'il s'agit de réprimer des actes essentiellement préparatoires, finalement, le texte renvoie quand même à la préparation de certaines infractions qui sont visées par le texte lui-même. En principe, les délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement dans le cas ordinaire. Alors, dans d'autres cas, le texte n'indique pas précisément à quoi il cherche à faire obstacle, finalement. C'est donc par exemple le cas de la divagation d'un animal dangereux, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on réprime? Est-ce que c'est parce qu'on pense que l'animal pourrait causer un accident de la circulation? Est-ce qu'il pourrait mordre et causer des blessures, etc. Bon, en fait, le texte ne permet pas de savoir ce à quoi il cherche à faire obstacle, encore une fois. Alors donc c'est là un perfectionnement qui est tout à fait intéressant, qui permet d'enrichir la distinction. Alors cependant, on peut observer que la doctrine ne s'est jamais beaucoup intéressée à une notion qui pourtant, elle, est une notion légale. Il n'y en a pas tellement finalement dans tout ce que j'évoque, mais là il y en a une qui n'est pas tellement exploitée, c'est la notion d'infraction de mise en danger. Le Code pénal parle des infractions de mise en danger, il y a des infractions qui sont qualifiées de mise en danger dans le Code pénal. Alors le problème, c'est que faut-il entendre par mise en danger? Alors on pense, parce que c'est toujours à cela qu'on fait référence, assez logiquement, on pense au délit d'exposition d'autrui à un risque, l'article 223-1 du Code pénal, qui est effectivement ce qu'on pourrait dire l'archétype de l'infraction de mise en danger, c'est-à-dire qu'on a là la répression d'actes qui sont réprimés uniquement parce qu'il y a création d'un danger pour la personne, et c'est très clairement exprimé dans le texte. Alors, cependant, on a l'habitude de dire que c'est le délit de mise en danger. J'ai toujours trouvé ça un peu étonnant parce que il n'y en a pas forcément qu'un seul. Le problème, c'est de savoir est-ce qu'il y en a d'autres, lesquels. On peut penser que d'autres délits plus anciens, d'ailleurs, que le Code pénal actuel, qui existait déjà avant, pourraient être qualifiés de délits de mise en danger. Le délaissement, par exemple. Le délaissement d'un mineur ou d'une personne hors d'état de se protéger, c'est, me semble-t-il, une infraction de mise en danger, en ce sens qu'on incrimine une fois de plus un comportement qui est créateur de danger. Et alors, quel serait donc l'intérêt de parler de mise en danger, de délit de mise en danger? Il me semble qu'il y a une différence à faire entre l'infraction formelle, que j'évoquais tout à l'heure, et le délit de mise en danger. Parce que dans l'infraction formelle, il y a l'idée d'un but. Les actes visent à créer une atteinte, à obtenir un certain résultat. Alors que dans le délit de mise en danger, il n'y a pas cette idée de but. Par exemple, dans l'hypothèse des risques causés à autrui, on ne cherche pas, évidemment, un but particulier. Le seul but, si l'on peut dire, c'est de créer le danger lui-même. Donc c'est une notion qui pourrait donc éventuellement servir à enrichir un peu cette distinction que j'évoque. Il reste à constater que le législateur, parfois, et à mon avis de plus en plus souvent, et on l'a évoqué un peu ce matin d'ailleurs, à un autre propos, le législateur a tendance aujourd'hui à incriminer de plus en plus souvent des actes ou des comportements sans faire aucune allusion à une quelconque atteinte pouvant découler de ces actes ou de ce comportement. Alors ça pose question, c'est-à-dire que faut-il, enfin j'allais dire, où faut-il placer toutes ces infractions alors qu'on trouve par exemple dans le code de la route, dans on peut en trouver dans le code de l'environnement, le code de la consommation, autrement dit des incriminations qui ne sont que la répression de manquements à des réglementations finalement. Elles sont très nombreuses, ces infractions. Alors, évidemment, on pourrait se dire, eh bien, ce sont là des infractions obstacles. Bon, avec le problème que, dans ce cas-là, la notion d'infraction obstacle devient une notion qui est considérable, qui devient extrêmement importante.
On peut se demander, en tout cas, si il ne faudrait pas imaginer une nouvelle catégorie d'infractions qui seraient les infractions de simple comportement, ce qui est quand même assez inhabituel hein, par rapport à ce que j'évoque depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faut pas y voir d'une manière plus critique le fait que le législateur a tendance aujourd'hui, et c'est assez fâcheux, à incriminer de plus en plus souvent donc, de simples comportements, de simples actes, c'est-à-dire en s'éloignant de plus en plus du but qu'on pourrait considérer comme plus légitime du droit pénal, c'est-à-dire de réprimer des actes qui sont en rapport quand même avec des valeurs sociales essentielles. Bon, réprimer le stationnement illicite, on peut le comprendre, mais ouais, bon, la valeur sociale dans tout cela, où est-elle? Ça n'est pas évident de la déceler. Bon, voilà quelques pistes en fait qui permettraient d'enrichir un peu cette distinction traditionnelle fondée sur le résultat. Alors, ceci étant dit, est-ce que maintenant le résultat est pris en compte au stade de la répression? C'est le deuxième point que j'évoquerai. La question qui se pose ici, c'est lorsque le législateur donc incrimine un résultat, ce résultat, comment peut-il être pris en compte par le juge? Alors il y a deux points, il y a deux éléments qu'on peut prendre en compte. Il est évident que le résultat, premièrement, peut être un critère de la consommation. C'est une évidence, c'est-à-dire si dans les éléments constitutifs il y a un résultat, eh bien le résultat semble être le seuil de la consommation. Alors cependant, est-ce que c'est le seul critère? C'est-à-dire est-ce que le seul fait que le résultat soit causé est signe que l'infraction est consommée? Je dirais très vite en évoquant simplement un problème qui se pose à mon avis de plus en plus souvent. C'est le problème de savoir comment est-ce que le résultat a été provoqué. Autrement dit, il faut imaginer que le résultat a bien été réalisé, mais comment s'est-il réalisé? Ce problème que j'évoque, c'est celui dit de la commission par omission. C'est-à-dire que dans certains cas, on obtient bien un résultat, mais ce résultat n'a pas forcément été obtenu de la manière que le législateur avait a priori envisagé, c'est-à-dire par des actes positifs. Sans entrer dans le détail, on peut se demander si aujourd'hui, la présentation traditionnelle que l'on fait, qui consiste à dire que la commission par omission serait admise exceptionnellement, est-ce que cela correspond encore aujourd'hui à la position de la jurisprudence? Il me semble qu'on admet de plus en plus souvent la commission par omission. Est-ce qu'il ne faudrait pas inverser le principe? Est-ce qu'il ne faudrait pas considérer que la commission par omission est admise systématiquement, enfin pas systématiquement, mais par principe, sauf lorsque le texte empêche de retenir des omissions, parce que là, il vise expressément des actes positifs. Pour terminer, j'évoque très rapidement le résultat comme critère éventuel de la sanction. Est-ce que le résultat est pris en compte également alors, par le législateur ou par le juge comme un critère de la sanction? Alors pour le juge, la réponse est assez simple. Le Code pénal permet, sans aucun doute, au juge de prendre en compte le résultat comme un critère de la sanction qu'il va fixer, donc la sanction qui sera prononcée. C'est à l'article 132-1 du Code pénal, tout simplement, hein, qui permet à la juridiction donc, de fixer la peine en fonction des circonstances de l'infraction. En fonction des circonstances, eh bien, ça peut naturellement être en raison de la gravité de l'atteinte qui a été commise. Donc ça, c'est un point qui ne pose pas de difficulté. Alors du point de vue du législateur maintenant, est-ce que le législateur, lui, se sert du critère du résultat dans la fixation de la sanction? Alors dans certains cas, on peut effectivement constater que la répression de certaines infractions est clairement fondée sur le résultat, plus exactement sur la gravité du résultat. Alors, il y a des exemples qui sont bien connus. C'est l'exemple des violences intentionnelles, hein, dont la répression est fondée sur le résultat. Les blessures ou l'homicide involontaire, enfin les blessures involontaires, c'est la même chose. On peut aussi penser à la catégorie des infractions préterintentionnelles.
c'est-à-dire ces infractions pour lesquelles le législateur vient dire que si l'infraction provoque tel résultat, c'est souvent le cas de la mort de la victime, eh bien la peine sera plus lourde, et souvent très lourde d'ailleurs. Bon. Alors, il y a encore un autre exemple que l'on peut prendre, c'est le cas où le législateur vient fixer un mécanisme de la sanction qui consiste à permettre au juge de tenir compte de la gravité de l'atteinte. On trouve ça notamment en matière de recel, où l'on peut fixer le montant de l'amende en fonction du profit qui est retiré par le receleur. Alors, peut-on déduire de tout ceci, pour terminer, que le législateur contemporain tiendrait davantage compte du résultat que de la gravité de la faute aujourd'hui? Bon. Alors, évidemment, cette conclusion serait sans doute hâtive, parce que déjà, il y a des mécanismes que j'évoque qui sont anciens. Alors, il y en a d'autres qui sont quand même plus récents. Bon. On peut donc se poser la question. Alors, je conclurai simplement en disant que, par essence, cette notion de résultat est donc une notion théorique. Elle avait donc sa place dans le cadre de ce colloque. Alors, simplement, on peut souhaiter que la théorie prenne toute sa place dans la réflexion sur cette notion et son rôle. Peut-être ne faut-il pas, cependant, qu'elle prenne trop de place. C'est-à-dire que si la théorie prend trop de place en ce sens qu'on aboutit à des notions excessivement abstraites, eh bien, elles perdront leur intérêt. Et donc, il vaut mieux rester, en cela comme en toute chose, modéré sur l'utilisation de la théorie dans ce domaine. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues, d'avoir respecté le temps. C'est vrai que le résultat, moi, j'avoue que quand je commence mon cours de droit pénal spécial, je commence par expliquer aux étudiants la façon dont je vais le concevoir pour qu'on puisse travailler ensuite. Et je me rends compte que l'usage de vocabulaire très différent par chacun d'entre nous, pour souvent, au fond, dire la même chose, puisque on peut tous dire que l'atteinte à un intérêt, à une valeur sociale, c'est ce qu'on peut appeler le résultat. Peut-être parfois utilise-t-on un vocabulaire technique, je dirais par esthétique, et alors qu'on pourrait au fond exprimer l'idée sans forcément vouloir l'habiller d'un terme juridique particulier.